Madame, Monsieur, bonsoir. Vision fait sa rentrée sur Canal Algérie avec ses habituels entretiens politiques évidemment. Mais ce soir, nous vous proposons exceptionnellement un numéro spécial autour de la situation du Sahara occidental. Bientôt un an depuis la nomination d'un envoyé personnel de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura achève ce mois-ci une deuxième tournée régionale sans presque aucune avancée décisive en faveur de la paix. L'ONU peine évidemment à proposer des voies nouvelles de règlement de ce conflit face à un Maroc obtus et réfractaire à toute solution pacifique, sans parler de ses alliances politiques et militaires suspectes avec les sionistes qui menacent d'embraser toute la région. C'est dire la tension extrême qui entoure désormais ce dossier du Sahara occidental, des bouleversements qui n'ont pourtant pas d'effet direct sur la résistance du peuple sahraoui, un peuple assoiffé de liberté et déterminé à en finir avec l'occupation marocaine. Je vous présente pour commencer nos invités sur le plateau, Dr Saïd Ayachi, président du Comité national de soutien au peuple sahraoui. Bonsoir. Salam. Merci d'être avec nous. Nous avons également Nourdine Zala, journaliste et spécialiste des questions internationales. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Et puis via Skype, nous aurons avec nous donc sur le plateau Pierre Galland, président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, le COCO. Bonsoir, Monsieur Pierre Galland. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Et puis, à partir de Paris, nous avons le représentant du Front Polisario, donc Mohamed Sidati. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vais d'abord faire un rapide tour de table où je vous demanderai à chacun, quel est selon vous, je commencerai par vous, Dr Ayachi, quel est selon vous l'événement de ces dernières semaines, un événement majeur qui a le plus fait avancer, selon vous, la question du Sahara occidental, ou est-ce qu'il faut faire une appréciation un peu plus globale de la situation, peut-être depuis la liquidation par le Maroc du cessez-le-feu le 13 novembre donc 2020? Oui, je pense que, bien sûr, en termes, j'allais dire, d'évaluation depuis la reprise des combats entre l'armée sahraoui et l'occupant marocain, on a enregistré quand même d'énormes succès pour la cause sahraoui sur le front diplomatique. Il y a cette... Donnez-en-nous un, selon vous, majeur, un événement majeur. Un événement majeur, c'est d'abord la relance du processus de paix par les Nations Unies. Ça a été la demande de la communauté internationale, c'était la demande de l'Union africaine, c'était la demande de l'Algérie, en disant qu'il faut que le processus reprenne. Le processus lui-même ne vise qu'à faire triompher les droits internationaux, c'est-à-dire l'organisation des référendums de détermination. M. de Mistura est arrivé. On voulait voir ce qu'il pouvait faire. Il a fait donc cette petite première tournée de prise de contact. Puis il vient d'entamer sa deuxième tournée. Entre-temps, il y a eu, et c'est très important, ce qui nous permet de lui accorder un préjugé favorable. Il a refusé d'aller dans les territoires occupés. Si les Marocains lui désignent ses interlocuteurs, il voulait être libre de tout contact, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est déjà un bon point pour les Sahraouis, un mauvais point pour le Maroc. Et M. de Mistura vient de voir les dirigeants politiques sahraouis et notre ministre des Affaires étrangères à Alger. Et nous allons voir... pas de contact avec les Marocains pour l'instant. Nous allons voir, justement, parce que s'il faut lui accorder le projet favorable dont je parlais, c'est qu'il va demander aux Marocains d'être de bonne foi et d'avancer vers des négociations directes et rapides, comme l'a demandé l'Algérie, entre les deux belligérants que sont le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Les Marocains, on le sait, ils sont experts en manœuvres dilatoires. Ils vont encore remettre le disque de vouloir entraîner l'Algérie comme étant une partie prenante dans le conflit, etc. Ce qui n'est pas le cas. Et puis, on verra à ce moment-là où les Marocains s'engagent dans des négociations. Et on espère que ces négociations, même si elles doivent durer, connaîtront un cours positif. Ou alors les Marocains vont encore faire des entraves, des embûches, des handicaps devant l'envoyé personnel du secrétaire général. Ils seront une fois de plus démasqués dans le blocage du processus politique par l'ONU. Et il faudra à ce moment-là que le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités vis-à-vis de cette situation. On verra sur la question, mais pour l'instant, le Maroc n'est même pas d'accord sur la forme que prendront ces négociations en table ronde. Oui, on la connaît l'histoire des tables rondes, l'histoire des participants, bien sûr. Absolument. Donc, Denzala, à vous, quel est, selon vous,
l'événement majeur qui pourrait marquer un nouveau début pour ce dossier du Sahara occidental? Alors moi, je pense que c'est l'arrivée de l'administration Biden aux États-Unis qui a clairement formulé son désaveu par rapport à l'entreprise diplomatique périlleuse de son prédécesseur, donc Trump, de l'administration Alors, il faut être clair, Trump. qui ne l'a pas annulé encore. Qui, normalement, c'est un processus qui va s'inscrire dans le cadre de l'ONU. Parce que on connaît la position des États-Unis au sein du Conseil de sécurité. C'est quand même un acteur principal. Et nous avons assisté récemment, le 1er juillet, si je ne me trompe pas, à une montée au créneau des avocats new-yorkais qui ont demandé, pour des raisons juridiques, de droit international, à l'administration Trump de revenir sur cette décision fantaisiste de l'administration Trump. Je pense que c'est un des cas, donc puisque vous me demandez d'en citer qu'un seul, un des signes donc de recul des alliés un peu tendancieux du Maroc sur une question qui a été tranchée par la communauté internationale au nom du droit. Pierre Galland, je vous poserai la même question puisque je fais ce premier tour de table autour de cette même question. Quel est selon vous l'événement majeur de ces dernières semaines qui pourrait marquer un nouveau départ dans ce dossier du Sahara occidental? Je vous dirais récemment, vous savez que Brahim Ghali est venu à Bruxelles pour le sommet européen avec l'Union africaine, réaffirmant la position de l'Union africaine. Et Brahim Ghali a été reçu au titre d'un chef d'État avec les mêmes honneurs et les mêmes préséances que n'importe quel chef d'État qui est arrivé. Idem en Tunisie, où le TICAS, c'est-à-dire le sommet avec de l'Union africaine et de l'Afrique, avec le Japon, cette fois, eh bien, malgré toute l'opposition du Maroc, bien, le président de la Tunisie est allé accueillir le président de la RASD à titre de chef d'État. Ça veut dire que là où le Maroc prétendait qu'il était en train de gagner grâce aux accords d'Abraham, eh bien aujourd'hui on se trouve dans une situation beaucoup plus nuancée, beaucoup plus prudente de la part des partenaires au sein des Nations Unies, qu'il s'agisse des pays européens, qu'il s'agisse de la Belgique, qu'il s'agisse de la Tunisie, qu'il s'agisse de la reconnaissance qui a été tout à fait récente par la Colombie. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les Marocains qui croyaient, après les accords d'Abraham avec Trump, qu'ils allaient engager tout le monde à suivre la seule proposition de M. Trump, eh bien, c'est raté. C'est raté. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un grand soulagement pour mes amis sahraouis. Et pour nous, pour la solidarité aussi, de pouvoir reprendre un petit peu des forces et de la couleur au sein même des opinions publiques et dans les parlements, tant au Parlement européen que dans le Parlement de l'Union africaine. Oui. Monsieur Sidati, je vous laisserai à vous également cette appréciation autour du dossier du Sahara occidental. Comment il avance selon vous, vous qui représentez le Front Polisario à Paris, en France? Moi, je dirais, de premier abord, le plus important est que la vaillante lutte du peuple sahraoui a fait que la cause sahraoui est en train d'enregistrer des avancées, à faire son chemin partout en Afrique, en Amérique latine, en Europe et ailleurs. Et donc je dirais que déjà, quelque part un revers pour la politique de négation et de déni que pratique le Maroc à l'endroit du peuple sahraoui, et c'est essentiel. Mes amis ont évoqué un certain nombre de faits et acquis diplomatiques pour le peuple sahraoui, et je dirais tout simplement, nous sommes à la veille de la 4e commission de décolonisation des Nations Unies. Encore le problème sera dans l'agenda, sur la table, et je me réjouis encore une fois du fait que la cause sahraoui est en train de faire son chemin. On a parlé de la Tunisie, on a parlé j'ajouterai le Kenya, l'Amérique latine, etc. Donc je dirais l'essentiel, c'est que cette résistance du peuple sahraoui est en train de se renforcer, de se consolider, et que quelque part aussi on assiste à une régression de cette politique d'occupation, de déni de justice. Et donc, partons pour moi, ce qu'il y a de très très important, encore une fois,
c'est que le peuple sahraoui avance. Alors, je reviendrai vers vous, Dr Ayachi. Vous avez parlé du processus onusien. La reprise de la guerre, du combat du peuple sahraoui est en soi un aveu d'échec par rapport à ce processus politique mené par les Nations Unies, même si elle est aussi porteuse de la reprise des combats et porteuse d'espoir, malheureusement, paradoxalement, pour les Sahraouis, pour faire avancer plus vite leur cause. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Comment faire avancer ce processus politique face à l'obstination marocaine? D'abord, les Sahraouis ne le cachent pas et les analystes politiques l'ont très bien compris. La reprise de combat, évidemment, suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée marocaine d'occupation, mais les Sahraouis aussi, on avait marre d'attendre pendant 30 ans que l'ONU organise un référendum qui était prévu pour 1992. Et donc, par conséquent, la reprise des combats par les Sahraouis signifie tout simplement que la patience a des limites. La patience a des limites. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce processus? Comment le faire avancer concrètement? Ça reste un peuple en lutte, en véritable lutte. Il n'est pas l'arme au pied, il est en train de lutter. Avec tous les moyens qui sont à sa disposition, et j'allais dire, même si la guerre est asymétrique. Mais de l'autre côté, il est clair que les Sahraouis comptent d'abord sur leur droit inaliénable à l'autodétermination, reconnu par toute la communauté internationale, puisque les résolutions du Conseil de sécurité sont là, et disent ce peuple a droit à exprimer librement son opinion quant à son destin. Oui, mais et ça donc, c'est clair. On attend maintenant l'organisation du référendum. Alors, quand on voit qu'un envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies n'est pas à l'aise dans sa mission, n'est pas mis à l'aise par le Maroc, quand on voit qu'il n'y a pas eu d'avancée dans ce sens, dans le sens de l'organisation d'un référendum. Concrètement, qu'est-ce qui reste de ce processus? Concrètement, si ce n'est bien sûr la détermination du peuple sahraoui. Mais ça on ne peut pas dire aux Sahraouis restez dans votre coin, on vous donnera à manger, puis on verra quand est-ce qu'on... Non, ils disent il nous faut notre droit. Oui. Et donc c'est leur façon aussi d'exprimer leurs revendications, non seulement la lutte armée, mais également aussi l'intifada dans les territoires occupés, qui expose chaque jour les civils sahraouis désarmés à une répression sauvage, féroce, quotidienne de l'administration marocaine d'occupation. Mais de l'autre côté, il y a maintenant cette responsabilité de la communauté internationale qui, face à un pays auquel on dit d'organiser d'abord d'engager des négociations, qu'on dit toujours sérieuses et de bonne foi et sans préalable, pour aller... Oui, c'est ça le problème. Oui, mais ce qui n'est pas le cas du Maroc. Pourquoi vous pensez que pourquoi le Maroc j'allais dire, ne s'engage pas ou ne se croit pas obligé de s'engager? Parce qu'il a un protecteur au Conseil de sécurité, en l'occurrence la France, membre permanent du Conseil de sécurité, capable d'utiliser son droit de veto pour protéger le Maroc. Et c'est à ce point-là qu'on doit arriver, c'est dénoncer cette protection incompréhensible de la France par rapport au Maroc. Et vous savez, les mécanismes à l'ONU existent. Le chapitre 6, c'est d'abord demander à des membres, à des pays concernés d'appliquer les résolutions. Et le chapitre 7, c'est prendre des résolutions contraignantes. Il faut qu'on passe au chapitre 7. C'est-à-dire, à ce moment-là, le Maroc sera obligé. Il a usé 4 envoyés personnels du secrétaire général, qui tous ont jeté le tablier parce que, tout simplement, ils ont eu affaire à des handicaps, à des entraves du Maroc pour ne pas mener à bien leur mission. Et on l'a vu, malheureusement, on a peur que M. de Mistura ne soit confronté au même problème. On a peur, mais à la fin, on se dit, cette fois-ci, j'espère que c'est la dernière fois que le Maroc pourra le faire. Et à ce moment-là, la communauté internationale... Mais qu'est-ce qui nous dit que ça pourrait être la dernière fois, justement? Qu'est-ce qui nous dit que ça pourrait être la dernière fois? Si Staffan de Mistura renonçait... vous m'avez mal compris. La dernière fois que le Maroc puisse encore poser des entraves. Pourquoi? J'entends bien. Parce que tout simplement, à ce moment-là, il faut que la communauté internationale se dise trop c'est trop. Il faut qu'on arrive à pouvoir au moins faire entendre la voix de l'ONU, la voix de la communauté internationale. Sinon, il n'y a plus de droit international. Il n'y a plus d'équilibre dans les relations internationales. Il n'y a plus de justice pour les peuples colonisés.
Et donc l'ONU ne sert à rien. Comment débloquer, selon vous, Nordine Mzala, ce processus politique J'entends bien ce que dit Dr Ayachi. Il y a le droit international, il y a la communauté internationale, mais qui ne bronche pas, qui laisse le Maroc faire un peu ce qui lui plaît. Oui, justement, cette situation nouvelle depuis novembre donc 2020, nouvelle par rapport à 3 décennies de statu quo, ce sont donc les combats qui ont repris, la lutte, le pilonnage des positions marocaines. Du Maroc, oui. Donc d'occupation par l'armée de libération sahraoui. Et c'est le premier envoyé personnel qui travaille dans ce contexte de guerre. Absolument. Les autres n'ont pas. Absolument. C'était après le cessez-le-feu. Mais ce que je voulais rajouter, est difficile de rajouter d'ailleurs des éléments nouveaux lorsque M. Laichi s'exprime. Mais je voulais faire remarquer que la situation de guerre aujourd'hui, elle est aussi à imputer aux justement acteurs de la communauté internationale qui, pendant de très très longues années, ont refusé d'élargir les prérogatives de la MINURSO. On va y arriver. C'est très très important. Pourquoi ? Parce que les brimades que subissent les civils, les populations civiles, les femmes, les enfants depuis des années, font partie, à mon avis, des raisons qui ont poussé les Sahraouis à prendre en main leur propre protection, la protection minimale, celle de pouvoir vivre et survivre sur ces territoires occupés. Et la situation aurait empiré ces 2 dernières années. Absolument. À la veille donc de la reprise des combats, de la lutte armée, il y a eu une série d'exactions atroces contre les enfants et les femmes sahraouis, et on connaît la suite. Ça, c'est donc par rapport à la situation de guerre qu'on connaît aujourd'hui, qui d'ailleurs fait un peu l'objet d'un blackout ou un peu de l'omerta dans certains médias. Une chape de plomb, on peut parler d'une chape de plomb. Alors que nous avons affaire à un conflit quand même dans une région qui peut s'embraser à tout moment, comme on le sait. Donc ça, c'est par rapport à la reprise des combats. La MINURSO aurait dû élargir ses prérogatives à la surveillance du respect des droits de l'homme. Ce qui n'a jamais été fait. Il y a eu, encore une fois, le lobbying de la France au niveau du Conseil de sécurité. Le veto de la France. Le veto, carrément, oui. Et le lobbying du Maroc, donc, à travers la France. Et le veto, donc, qui a empêché cet élargissement des prérogatives de la MINURSO. Sur un autre plan, la question de décolonisation du Sahara occidental bute peut-être contre l'agenda néocolonialiste de beaucoup d'acteurs dans la région. Malheureusement, l'attachement de l'Algérie à cette question, on oublie souvent de le rappeler, parce que c'est peut-être connu pour les générations un peu qui ont connu le début de ce conflit, en 1975, lorsqu'il y a eu la marche verte donc du Maroc sur un territoire non autonome, qui devait être... Elle est noire pour les Sahraouis. Oui, elle est appelée marche verte par les Marocains, évidemment. C'était en fait une invasion du territoire donc, sahraoui. Pour les jeunes générations qui ne connaissent pas la genèse de ce conflit, de cette résistance, maintenant du plus vieux, ou du dernier peuple colonisé d'Afrique, cette question est devenue une question taboue au niveau de beaucoup de pays, de beaucoup d'États, parce qu'elle implique une réorganisation du monde à un moment où on veut passer à un nouveau partage des richesses et des territoires. On a eu une tentative de remodélage de l'Afrique. Nous avons vu ce qui s'est passé dans des pays comme le Soudan, qui ont été séparés, deux parties du Soudan qui maintenant sont 2 pays distincts, alors qu'à l'origine il y avait, rappelez-vous, de l'intangibilité des frontières. L'OUA, la charte de l'OUA et puis de l'UA. Ce sont des principes fondateurs auxquels ont tenu les pays comme l'Algérie, qui ont été meurtris en leur chair par le colonialisme. Parce que il est évident que si nous venions à renoncer à ces principes, nous pourrions de nouveau être colonisés. Surtout que la colonisation a plusieurs formes. C'est un rempart au néocolonialisme. Absolument. Donc cette question est devenue taboue parce que justement, il y a des tiraillements géopolitiques beaucoup plus grands que la région, que le Sahara occidental, beaucoup plus grands en termes de ressources, de richesses et de territoires, d'intérêt, sont en jeu. Voilà pourquoi la question du Sahara occidental est devenue un élément de blocage.
Je vais poser la question à M. Sidati. Bientôt 2 ans, on disait depuis la reprise de la guerre donc, entre le Front Polisario et l'armée d'occupation marocaine. La nouvelle donne sur le terrain à présent, c'est l'utilisation ou l'introduction de drones marocains, ce qui renforce davantage évidemment le caractère asymétrique de ce conflit. Quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain? Alors, il faut dire que la répression, la tentative non seulement de déni de justice, sinon de réprimer dans le sang et le feu la volonté du peuple sahraoui, c'est un peu le concentré de cette politique marocaine. Et à la fin, lorsque le peuple sahraoui a repris sa résistance, il a repris sa lutte, maintenant le Maroc recourt tout azimut aux moyens de destruction dont il peut disposer ou qu'il peut avoir, notamment de certains pays. Et surtout, on le voit très bien, je crois, mes amis s'y sont référés, on voit le Maroc essaye d'impliquer des entités étrangères, notamment Israël, pour essayer justement de changer la donne ou le rapport de force sur le terrain. On le voit très bien. Et donc, à mon avis, c'est en désespoir de cause qu'il le fait. Or, la situation dans les territoires occupés n'a cessé d'empirer. Et je crois qu'un des derniers exemples de cette répression à l'endroit des populations des territoires occupés, c'est le cas de Sultan Khaya qui vient d'effectuer une visite ici en France. Et donc, mais surtout maintenant, c'est un petit peu la politique de la terre brûlée, empêcher toute possibilité de vie dans les territoires libérés, essayer d'utiliser les drones, les moyens dont on dispose. Et je crois que ça n'exprime pas, si je peux dire, la force ou le fait que Mais bien sûr, c'est des stratégies élaborées par le Maroc avec l'appui de certains, notamment d'Israël. Donc sur le terrain, voilà un petit peu, la politique, c'est de terroriser, réprimer, neutraliser et surtout essayer de donner l'impression que, vous avez parlé tout à l'heure, incontestablement, l'armée de libération sahraoui mène une résistance sans précédent et elle apporte des coups qui font très mal à l'occupant. On sait depuis le début que le Maroc a la supériorité en moyens, qu'ils soient humains, et ça a été toujours le cas des puissances coloniales. Ce n'est pas nouveau, effectivement. Mais ceci étant, je le dis juste ici, il me semble, au regard des développements, qu'ils soient diplomatiques, qu'ils soient politiques, sur le terrain, la cause sahraouie, encore une fois, est en train de progresser et d'enregistrer des points très importants. Et surtout, je dois souligner, nous avons 2 échéances importantes auxquelles se prépare le peuple sahraoui. Une, c'est la date de l'unité nationale qui aura lieu le 12 octobre, et c'est une date majeure dans la vie du peuple sahraoui. Et nous avons actuellement le Front Polisario qui a annoncé le Congrès. Alors, donc je crois que tout ça, la situation, elle évolue, et il me semble que non seulement les Sahraouis tiennent tête au Maroc, mais on voit comment cette agitation, lorsque le peuple sahraoui enregistre des victoires, qu'elles soient diplomatiques ou autres, et sur le terrain, il y a une résistance consistante, réelle, et qui va se poursuivre. On va continuer avec, je vais vous proposer un sujet à regarder. Samedi dernier, des représentants de délégations étrangères, principalement d'ailleurs des représentants de mouvements progressistes en Europe et en Amérique latine, ont assisté à une conférence internationale de soutien à la question sahraoui au siège du ministère des Affaires étrangères de la RASD et ont réitéré leur solidarité inconditionnelle avec le peuple sahraoui dans sa juste cause. Ce sujet vous est résumé par Yanis Saïd Belkacem.
Le représentant du mouvement de la gauche progressiste internationale appelle l'ONU et son Conseil de sécurité à agir en urgence pour permettre au peuple sahraoui d'accéder à l'autodétermination, indiquant que les souffrances du peuple sahraoui depuis plus de 47 ans sont unantes pour la communauté internationale. Les intervenants représentant des mouvements progressistes en Europe et en Amérique latine ont également abordé des thèmes liés au combat légitime du peuple sahraoui pour son indépendance et la spoliation des richesses naturelles sahraouis par l'occupant marocain. Nous représentons les 10 organisations internationales qui soutiennent la cause du peuple sahraoui et cette visite démontre l'intérêt que nous portons à cette cause et à l'autodétermination du peuple sahraoui. Je suis venu du Venezuela, un des nombreux pays qui soutiennent la cause sahraoui. Je suis un des représentants d'une organisation d'Amérique latine et nous appelons au respect de la légitimité internationale. L'occupant marocain exploite les richesses et les droits du peuple sahraoui. Donc il est temps que les Nations Unies et l'Union africaine d'assumer leurs responsabilités pour permettre au peuple sahraoui d'avoir son autodétermination. Nous avons choisi d'organiser cette rencontre en ce moment au vu des crises internes que vit le régime marocain et ses relations conflictuelles avec la communauté internationale qui le poussent à s'embourber dans les conflits et à instrumentaliser la cause sahraoui pour faire diversion. Saadia Issa Ismail, militante soudanaise des droits de l'homme, a de son côté passé en revue la situation de la question sahraoui et le large élan de solidarité internationale avec cette cause juste, réitérant l'appel à la défense des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et a salué pour sa part la bravoure et la résistance des femmes sahraouis et celle du peuple sahraoui face au joug colonial marocain. La femme sahraoui représente aussi la femme africaine. Et quand je vois ce qui est arrivé à Sultana Khaya, agressée et violée plusieurs fois dans une impunité totale, ce sont des choses intolérables qui doivent être dénoncées par la communauté internationale. Nous sommes venus représenter les organisations internationales d'Amérique latine et comme vous le savez, la Colombie a de fortes relations avec le Sahara occidental et nous soutenons et dénonçons toutes les violations que subit ce peuple. La question du Sahara occidental connaît un important développement dans la reprise de la lutte armée après que l'occupant marocain ait violé l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, s'acharnant plus que jamais pour saper les droits à la liberté et l'indépendance du peuple sahraoui, tout en portant atteinte à la paix et à la stabilité dans la région, en l'inondant de drogue et en y encourageant le crime organisé et les groupes terroristes. Alors je reviens avec vous, Pierre Galland, qui est avec nous à partir via Skype plutôt. Il semblerait que, pas essentiellement, mais en tout cas que depuis qu'on parle plus du Sahara occidental et peut-être après le revirement de la position officielle de Madrid sur ce dossier, il semblerait que la cause des Sahraouis ait gagné en visibilité à l'international. Est-ce que vous le confirmez ? Mais c'est très clair, hein, à plusieurs niveaux. Je vous ai dit là, tout à l'heure, en commençant, déjà le fait que le président de la République arabe sahraouie, qui avait été poursuivi en Espagne pour soi-disant un faux procès, eh bien que maintenant, il est arrivé en Europe, il a été reçu comme chef d'État. 2, que la même chose s'est produite en Afrique, en Tunisie. 3, que lorsque l'Espagne, son chef d'État, son chef de gouvernement, pardon, fait un passage un peu délicat et glisse dans ses propos qu'après tout, le Maroc a peut-être raison avec la solution non pas du référendum, non pas de la reconnaissance des droits du peuple sahraoui, mais de finalement ce qu'ont dit toutes les puissances coloniales. Elles ont toutes promis, avant de devoir accorder l'indépendance, elles avaient toutes tenté une large autonomie, comme on dit. Oui. C'est un acte de colonisation, la large autonomie. Tous les peuples se sont révoltés contre cette attitude. Eh bien, les Sahraouis ont bien raison de se révolter parce que c'est contraire au droit international. Donc, il y a là vraiment des éléments qui aujourd'hui font en sorte que même des personnes comme Joseph Borrell, qui est quand même le haut représentant de l'Europe sur le plan affaires étrangères, lorsque le chef du gouvernement espagnol se met à parler de peut-être que cette proposition serait acceptable, M. Borrell est obligé de réaffirmer quel est le droit international, quels sont les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le secrétaire général des Nations Unies lui-même reprend et reprécise quels sont les droits du peuple sahraoui. Ouais. Tout ça témoigne qu'une pression est en train de s'exercer et que
les Marocains qui croyaient tout d'un coup avoir déployé une nouvelle stratégie grâce à M. Trump, grâce aux accords avec les Israéliens, etc., eh bien, c'est que des résistances s'organisent. Moi, je rentre de Tunisie. Et je peux vous dire que j'ai vu que ce pays où il y a encore quelques années, quand on parlait du Sahara, les gens vous regardaient un peu comme si vous parliez d'une cause ou bien perdue ou bien qu'ils ne connaissaient pas du tout. Oui. Aujourd'hui, vous parlez avec les Tunisiens, ils connaissent la cause sahraoui. Depuis l'affaire du TICAD, il y a des éléments nouveaux. Pierre Galland. M. Borrell a pris sa position. Je peux vous dire que moi, j'ai reçu une lettre de l'ambassadrice d'Espagne à Bruxelles. L'ambassadrice d'Espagne à qui j'avais demandé, mais on avait fait une protestation officielle auprès de l'ambassade pour dire que c'était intenable la position que l'Espagne avait prise. Elle me répond, et j'ai la lettre, l'ambassadrice me répond, « Monsieur Galland, vous devez savoir que en Espagne, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le chef du gouvernement qui prend les décisions en matière de politique extérieure, c'est bien le ministre des Affaires étrangères et les Cortés. » J'ai cette lettre. Maintenant, voilà, ça veut dire quand même que même à l'intérieur de l'Espagne, aujourd'hui, il y a un grand mouvement qui conteste ce que le chef de gouvernement a tenté de faire. Pierre Galland, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends. Oui, je voulais vous poser la question sur le poids de cette solidarité de la société civile, de certains partis politiques progressistes, comme on disait, en Europe, en Amérique latine, qui gravitent donc autour de la cause sahraoui. Est-ce que ceci peut jouer un rôle prépondérant sur le politique, sur le processus politique ? Vous savez, j'ai participé à de nombreux mouvements de solidarité, oui. Tant avec les pays de la ligne de front, la lutte contre l'apartheid, la guerre du Vietnam, le soutien à l'unité populaire de Salvador Allende à l'époque. Eh bien, les mouvements de solidarité ont tout le temps été, si vous voulez, un espèce de fondement qui rappelle ce que sont les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui rappelle ce qu'ont été tous les combats anticoloniaux dans lesquels s'inscrit aujourd'hui la solidarité avec le peuple sahraoui. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de l'ONU. Eh bien, l'ONU est en difficulté. C'est très clair que l'ONU ramasse des coups tous les jours. On le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et qu'il y a là vraiment un problème. L'ONU est affaiblie. Comment, et le mouvement de solidarité qui s'est toujours fondé sur ce qu'étaient les résolutions pertinentes des Nations Unies, évidemment qu'ils ramassent là aussi des difficultés parce que vous avez les gens qui parlent du réalisme aujourd'hui, c'est le plus fort qui gagne. Mais c'est inacceptable. Les peuples ne peuvent pas survivre eux-mêmes s'ils ne défendent pas les droits acquis, que ce soit sur le plan international, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique. Et donc, il y a une histoire des peuples et de leur lutte, et il y a une histoire de la solidarité qui a, à travers toutes ces étapes des luttes de libération nationale, à travers toutes les luttes d'émancipation populaire à travers le monde, qui a été un fondement de permanence, de tracer avant de commencer cette émission, je rappelais à Mohamed Sidati la phrase de Thomas Bork au Nicaragua qui disait « La solidarité, c'est la tendresse des peuples ». Eh bien oui, c'est leur tendresse, c'est leur capacité de concevoir le vivre ensemble et qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de vivre ensemble dans l'appropriation par les uns, comme le font aujourd'hui certains États, qu'il s'agisse maintenant du Maroc vis-à-vis du Sahara, qu'il s'agisse d'Israël vis-à-vis de la Palestine. Oui. Eh bien, c'est inacceptable et les peuples résisteront toujours contre cette tentative de mainmise par la force. Alors, il y a donc ces mouvements de solidarité, Dr Ayachi, qui peuvent, si je peux paraphraser un peu ce que dit Pierre Galland, qui peut peut-être se substituer à la mission des Nations Unies, qui ne le fait pas aujourd'hui. Je parle des Nations Unies comme organisation qui ne fait pas aujourd'hui son travail, qui semble dépassée par les conflits en cours. Il y a, il faut le rappeler, une délégation sahraoui qui participe actuellement à une session du Parlement européen et la coalition canarienne qui rejette la tenue cette semaine sur l'île des Canaries, une réunion appelée Conférence internationale pour la paix et la sécurité, avec la participation notamment de José Luis Rodrigo Zapatero, ancien chef du gouvernement espagnol. Et puis on se souvient évidemment des 11 blocs espagnols parlementaires qui avaient exigé en mars dernier des explications à Sanchez après donc ce revirement.
le piétinement du droit international dérange par ces puissances, notamment l'Espagne, la France qui bloquent toute initiative de paix, dérange aujourd'hui des partis politiques, des mouvements associatifs. C'est ce qui finalement peut peser dans la balance, puisqu'il ne reste plus rien dans les institutions internationales. Je suis de ceux qui pensent que le résultat, c'est la résultante de tous ces espaces, du travail qui est fait dans tous ces espaces. Mais laissez-moi, avec votre permission, mais très rapidement dire quelque chose sur tout à l'heure la MINURSO, en ce qui concerne l'élargissement du mandat de la MINURSO à la protection et à la défense des droits de l'homme. En 2013, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont, je le rappelle, le penholder, qui sont le rédacteur des résolutions sur le Sahara occidental, qui ont proposé l'élargissement de la MINURSO. Et qui c'est qui s'est opposé avec un droit de veto? La France, qui s'est dit patrie des droits de l'homme. Et je dis ça, je le rappelle, mais surtout pour dire aussi, en complémentarité, que dernièrement, il y a à peine 3 semaines, au sein du Congrès américain, des sénateurs américains ont demandé à Biden d'élargir, de travailler, de demander au département d'État américain de travailler pour l'élargissement de la MINURSO, pour le respect et la protection des droits de l'homme. Donc, quelque part, le problème, j'allais dire... Si je ne dis pas de bêtises, la MINURSO, c'est la première fois aussi qu'elle travaille au sein du conflit. Elle a été installée après les accords c'est pour la surveillance du cessez-le-feu. La MINURSO a été faite, et son acronyme le dit en toutes lettres, Mission internationale des Nations Unies pour les référendums au Sahara occidental. Oui, mais est-ce qu'elle a été installée après? Elle avait 2 missions. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en plein Kafka. Il y avait le Justement, j'allais vous poser la question sur ça. Il y avait le recensement aussi qui était un enjeu. Non, ce n'est pas le recensement, c'était l'identification des votants. C'était mais c'est tout un mécanisme. La MINURSO devait veiller au maintien du cessez-le-feu et elle devait préparer le référendum. Donc c'est la première fois qu'elle travaille dans les conditions de guerre, Dr Ayachi. Pardon ? C'est la première fois qu'elle travaille dans les conditions de guerre depuis la reprise. Elle ne travaille pas en ce moment. Elle ne travaille pas. Il y a un effectif sur place. Non, elle ne travaille pas. Il y a la guerre, donc il n'y a pas cessez-le-feu. Elle va essayer de dire, elle fait des rapports, mais en ce moment même, la MINURSO... En ce moment même, c'est pour ça que je vous pose la question. Madame Samia, en ce moment même, la MINURSO est inactive. Pourquoi? Il y a la guerre, donc il n'y a pas de cessez-le-feu, une de ses missions, qui n'a plus cours. Et deuxièmement, la préparation du référendum, les Marocains le gênent parce qu'il n'y a pas de négociation pour arriver à un truc. Donc officiellement, elle est au chômage, la MINURSO. Non, elle est au chômage, oui. Elle est au chômage, sauf que c'est un instrument des Nations Unies qui doit être prêt à démarrer à tout instant. Voilà pourquoi elle existe. Et elle existe. Maintenant, les Américains, je le répète, demandent encore une fois, vont demander probablement l'élargissement du mandat. Acceptons-en l'augure. Quant à ce qui est de ce qui peut accompagner, de ce qui a amené au résultat. Mais c'est à la fois, je le disais, la résultante des mouvements qui sont dans tous les espaces. Les parlementaires au niveau de chaque pays, mais les parlementaires aussi au niveau international. Les partis politiques progressistes ou les partis politiques qui ont, d'une certaine façon, mené une guerre de libération. Les pays qui reconnaissent la race. Les pays qui sont trucs. Et puis les Sahraouis ont un immense atout, c'est le droit international. Qui peut aujourd'hui venir dynamiter le droit international? Le droit international est très clair en ce qui concerne les Sahraouis. Pays catégorisés non autonomes sur les tablettes des Nations Unies, et la doctrine des Nations Unies dit que tous les pays, les peuples des pays non autonomes ont droit à un référendum d'autodétermination. Personne ne peut toucher à ça. Ils sont obligés de l'appliquer. Nous savons qu'il y a des gens qui voudraient bien arranger le Maroc, soutenir le Maroc, mais on ne peut pas passer. On ne peut pas faire l'économie. Et donc il y a ici une impasse qui est créée par le Maroc parce qu'il est soutenu par la France. Moi, je suis de ceux qui croient que si demain la France adopte une politique de neutralité, on ne lui demande même pas de soutenir les Sahraouis. Le problème serait résolu dans l'année qui suit. Comme le réclame le Front Polisario. Pardon ? Une position plus pondérée, déjà. Oui, je veux dire par là. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, on passerait à l'article 7 et on contraindrait le Maroc d'aller d'abord un truc. Tout ce que fait le Maroc en ce moment a une stratégie très claire. C'est la position du fait accompli, donc faire perdurer le statu quo au Sahara occidental
en attendant peut-être que quelque chose puisse arriver un jour. Ouais. Des reconnaissances par-ci, la mascarade des consulats, les chantages et les pressions sur les pays. Et donc, dans tout ça, on voit très bien que le Maroc joue la montre, et c'est précisément ce qui n'arrange pas les Sahraouis. On va un petit peu avancer sur toujours l'aspect de visibilité de la cause sahraoui à l'étranger notamment. Et lors de la fête de l'humanité, il y a moins d'une semaine, la militante sahraoui Sultana Khaya, présidente de la Ligue sahraoui des droits de l'homme, a fait un passage remarqué à Paris en livrant un témoignage bouleversant sur les violations des droits de l'homme contre sa personne qu'elle subit. Faire donc connaître la cause sahraoui, c'était l'objectif de la militante. Et c'était aussi une situation analogue évidemment que connaissent les Palestiniens sous l'occupation israélienne. Le sujet vous est résumé par Afaf Beloujet. Ce sont des paroles empreintes de gravité et de dignité qui ont résonné au débat consacré aux combattantes et militantes des causes de leur peuple organisé à l'occasion de la fête de l'Uma. À leur tête, la Sahraoui Sultana Khaya et la Palestinienne Amel Khader, venues témoigner de la répression quotidienne qu'elles ont subie. هي نفس المعاناة نفس اللهم بس إنه الأماكن اللي بتختلف ولا هي الوجع واحد والمعاناة واحدة وإذا ما كنا إحنا على قد حالنا وما كنا إحنا عندنا الإصرار والتغيير اللي ببلش من الذات ما رح نكون بصمة. أنا بحياتي ما بحب أكون بس رقم، أنا بحب أكون إنسان له بصمة. حاسين بالأخت الفلسطينية، حاسين معاناتها بهم نفس الشيء سياني. تواجه الاحتلال سياني هو الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني المغربي، هذا نحن نعانوا منهم الاثنين، يعني هم توأمة ونحن بقد مجهودنا كيف اللي قالت هي باقيين نبصموا التاريخ شعبنا، التاريخ وعطنا العهد شهدانا. Dignité même dans la souffrance, dont l'expression a pris le dessus pour libérer les larmes réprimées au profit d'une parole forte par sa vérité et la justesse de son combat, celui pour l'indépendance de leur peuple dont elles sont les porte-étendards. Devant un public médusé, face à tant d'horreur et particulièrement ému par le récit de violence subi par Sultana Khaya. Je la soutiens et je trouve ça tellement dur que le régime marocain leur inflige encore ça, toutes ces violations, ces agressions. Et de nos jours, je trouve ça inadmissible en fait. Et comment on les renferme chez eux pour les empêcher de poursuivre la lutte. Donc c'est peut-être ça que j'ai appris, c'est les difficultés auxquelles elle est confrontée quotidiennement jusqu'à son foyer, jusqu'à chez elle, pour pouvoir lutter. C'est peut-être ça que j'ai appris de son témoignage. Je suis encore tout émue de tout ce qui s'est dit, c'était très, très touchant. Pour les organisateurs, la question sahraoui occultée ces 20 dernières années en France est de retour progressivement dans les débats qui agitent la société, classe politique française en tête et pour cause. Elle est tombée dans l'oubli parce que d'abord le gouvernement français a tout fait pour qu'elle tombe dans l'oubli, parce que le gouvernement français est un soutien inconditionnel de la politique marocaine. Que ce soit au sein de l'Union européenne pour organiser le pillage des richesses du peuple sahraoui, et puis les intérêts économiques de la France au Maroc sont très importants. C'est la raison pour laquelle il y a un silence terrible qui pèse sur le respect du droit pour le peuple sahraoui. Aujourd'hui, le monde est plus interdépendant, il est plus inclusif, et on s'aperçoit que des tensions en Méditerranée peuvent avoir une immense influence en France et ailleurs. Et je crois que, compte tenu de cette évolution structurelle dans les relations internationales, eh bien, il y a une nouvelle attention qui est portée sur la question sahraoui. Et moi, j'ai été extrêmement surpris par l'attention des assistants à cette initiative lorsque Sultana Khaya a évoqué son calvaire. Pour beaucoup de nos compatriotes, c'est une découverte ce qui se passe au Sahara occidental. Et justement, les enjeux géostratégiques de la question sahraoui et ses impacts au niveau multiple, sécuritaire, politique, économique et environnemental, étaient au cœur de l'intervention de Mohamed Sidati, représentant du Front Polisario en France, invité à une autre table ronde consacrée au combat des peuples pour leur indépendance, organisée à l'occasion de la fête de l'Uma. Et Mohamed Sidati, vous êtes avec nous. Vous y étiez justement à cet événement. C'est la deuxième fois que la question du Sahara occidental est exposée au Parlement français, après celle de janvier, on s'en souvient, où elle avait été inscrite au débat de l'Assemblée nationale. C'était vraiment une percée importante pour la cause sahraoui en séance plénière.
quel peut être l'impact de ces initiatives sur l'opinion française? Peut-être que c'est d'ailleurs votre stratégie de communication à présent, faire basculer l'opinion, la société civile, les partis politiques dans votre camp pour infléchir la position officielle sur ce conflit. De toute façon, comme ça a été dit et souligné par vous, par mes amis, notamment le Dr Ayashi, Pierre Galland et le professeur, il a été dit clairement que n'eût été la politique de la France, son implication de ce conflit, peut-être il y a belle lurette que le Sahara occidental aurait acquis son indépendance et que le peuple sahraoui vit aujourd'hui en paix. Ça, c'est l'élément fondamental. C'est dire que cette implication a fait que aujourd'hui les yeux sont tournés entre autres vers la France et sur la France. Alors bien sûr, je dois rappeler deux choses. Une est que le combat du peuple sahraoui, si on suit un petit peu l'histoire, on s'aperçoit qu'il a fait l'objet de conspirations qui se sont poursuivies. Vous aviez soulevé tout à l'heure ce qui se passe en Espagne actuellement. Et il se trouve que quelquefois, on dit que le destin du peuple sahraoui, c'est de tenir, de résister, de résister, de résister. Donc, au cours de toute cette lutte, il y a cette façon du peuple sahraoui pour essayer de s'émanciper, de se libérer de l'occupation illégale. Deuxième élément qui est très important aussi, et ça a été dit, c'est de souligner la responsabilité des Nations Unies, mais de ceux qui font les Nations Unies, de ceux des pays dont sont constitués. Vous avez aussi, vous êtes référé à la France. Et je dois dire que sur ce point, je veux insister sur un point, que même pour les Nations Unies, pour récupérer la crédibilité, pour faire avancer la paix dans le monde, nécessairement, la question du Sahara occidental, la résistance du Sahara, qui est devenue un paradigme, passe nécessairement par le respect et l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination. Je crois que nous sommes engagés dans une entreprise pour faire connaître davantage la cause sahraoui. Et je crois que ce travail que mène Pierre Galland, que mène Dr Ayashi et tous les amis solidaires participe de cet objectif, de faire connaître, de faire avancer la chose. Et il est vrai qu'avec la visite de Sultan Khaya ici en France, il y avait non seulement, je ne dis pas des opportunités, mais c'était l'occasion justement pour plaider la cause, pour essayer de la faire avancer. Et Sultan Khaya, bon, c'était l'occasion pour rencontrer des organisations internationales, des organismes humanitaires, des partis politiques, etc. Et alors, nous sommes, si je peux dire, nous avons pris pour tâche, l'essentiel, c'est d'essayer d'expliquer et de contacter. Et de faire connaître. Sultan Khaya a eu d'importants contacts, elle a eu, et vraiment, elle suscite non seulement la sympathie, mais son combat ouvre une porte, et c'est intéressant. Et donc, je crois, je l'ai dit au début, jamais la cause sahraoui n'a enregistré autant de progrès et elle avance peut-être, vous me direz, lentement, mais sûrement. Très bien. Nordine Zala, on a entendu donc, dans le sujet qu'on disait que dans ce monde interdépendant, il y a un nouveau regard sur ce conflit qui peut embraser la région, qui peut avoir des répercussions majeures sur l'ensemble de la région, de la Méditerranée. Est-ce que vous pensez justement que ça peut s'accélérer déjà dans l'opinion internationale auprès des partis politiques, des associations? Oui, écoutez, si je m'en tiens au dernier propos de M. Sidati à l'instant et à ce que nous disions donc avec M. Ayashi, la position de la France est très importante dans ce conflit parce qu'elle est un élément bloquant. Or, il est de notoriété publique que la France a quelques autres soucis en Afrique. On l'a vu avec le cas du Mali. Le Mali, oui. Et quand je dis des soucis, c'est en réalité avec cette question des souverainetés. Des peuples qui ont été décolonisés et qui continuent à dire que la France entrave leur souveraineté. Le Mali a été très clair. Il a été plus loin récemment. Il parle même de soutien au terrorisme. Et donc cette situation un peu nouvelle pour la France peut nous laisser espérer
un repositionnement, que la France révise un peu ses tablettes et qu'elle traite d'une autre façon les questions régionales qui concernent les peuples de la région d'abord. Et les premiers peuples concernés, cela reste le Maroc en tant que force occupante et le peuple sahraoui qui ne renoncera pas à sa liberté et au recouvrement donc de son intégrité, de sa souveraineté sur son territoire. Donc la réponse, c'est qu'il faut absolument que les convergences dans la société civile, dans les sociétés civiles des pays comme la France, puisque c'est le premier concerné en matière de blocage, et les autres, puisque la France appartient à un ensemble qui s'appelle l'Europe. L'Europe, exactement. Et les pays de la région donc concernés en premier lieu, c'est-à-dire les pays africains. Les pays africains, on a vu la réaction du Kenya après donc ce qui s'est passé. Tout de suite, il y a eu un rattrapage en fait de la position officielle. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas accorder trop d'importance aux bavures. Ce ne sont que des bavures de la communication de dirigeants qui sont sous le lobbying insistant, je dirais presque diabolique de la diplomatie marocaine, qui utilise tous les artifices, la corruption, la pression, parfois le chantage. On l'a vu sur certains eurodéputés, donc à Bruxelles. Ces épiphénomènes ne changent rien à la donne. Vous avez eu le Pérou aussi. Oui. Bon, vous avez des pays qui sont fondamentalement construits ou reconstruits sur la révolution et l'indépendance, l'anticolonialisme, qui de temps en temps ont des dérapages individuels. Vous avez vu la réaction en Espagne. C'est un pays quand même qui n'est pas de ce camp-là, des pays qui ont été colonisés. C'était plutôt un colonisateur. Et que pourtant vous dit officiellement, une ambassadrice, j'ai entendu le témoignage de M. Galland, très intéressant, que la politique étrangère n'est pas faite ni par le chef du gouvernement, ni par le président, ni le roi. C'est une question qui relève des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, pour rattraper donc le coup, puisque en Espagne aussi, il y a une contestation de ce soutien à ce plan fumeux de large autonomie, qui, comme disait M. Galland, est une vieille rengaine colonialiste pour gagner du temps. C'est comme le plan de Constantine, etc. Un jour, le Maroc va déclarer qu'il va peut-être installer des cabines sahariennes modernes pour corrompre la révolution. Un mot sur la question des droits de l'homme, Nourdine Zala, qui peut, encore une fois, qui devrait interpeller un pays comme la France. Écoutez, moi je suis optimiste. Je crois que la MINURSO va réviser elle aussi ses missions. Ça va être fait bien sûr au sein du Conseil de sécurité. En avril. Parce que voilà, nous sommes dans un contexte de guerre. Une guerre certes soumise, je le disais tout à l'heure, à l'omerta. Donc vous pensez que les membres du Conseil de sécurité vont élargir la mission de la MINURSO? Écoutez, je ne voudrais pas anticiper sur une question que vous pourriez poser, la question du rapport de l'envoyé spécial de l'émissaire de Mistura. En octobre. En octobre, donc, secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, va sûrement se poser la question. Ouais, j'allais poser la question à Pierre Galland d'ailleurs. Allez-y. Très bien, donc je ne vais pas répondre à sa place, mais je veux juste dire que dans ce rapport, il faudra, nous l'espérons tous, quelque chose de consistant. Qu'on parle de cette situation de guerre. Ouais. Comment arrêter la guerre? C'est d'abord la première urgence. Même si cette guerre est silencieuse, c'est une guerre. Nous avons affaire à un conflit armé. Ouais. Notamment pour l'Algérie. L'Algérie ne cesse de le rappeler parce que c'est à nos portes, comme c'est aux portes d'autres pays, comme la Mauritanie. Et qui touche des civils avec l'introduction des drones. Il est impossible qu'en 2022, avec ce qui se passe au cœur de l'Europe, nous nous taisions, nous, Africains, sur un conflit qui a lieu au quotidien. Pierre Galland, je terminerai avec vous et Dr Ayachi pour terminer donc cette émission. On parlait du rapport qui va être remis au secrétaire général des Nations Unies par Staffan de Mistura. Qu'est-ce qu'il pourrait contenir, selon vous, de consistant sur ce dossier? Mais, je vais vous dire, il y a plusieurs choses aujourd'hui qui sont vraiment, comme le disait Sidati, qui portent la cause sahraoui. Il y a la préparation de l'examen périodique du Maroc à Genève, où on discute des droits de l'homme. Vous devez savoir que ça pose tellement de problèmes au Maroc que le directeur en charge de préparer le dossier marocain pour défendre les Marocains, j'ai l'information de première main,
il s'est démissionné lui-même en disant tellement c'était mal préparé, scandaleusement préparé. Toutes les grandes organisations des droits humains préparent aujourd'hui leur dossier pour le déposer à Genève en vue de l'examen périodique marocain. Et donc, il va y avoir à ce moment-là, au sein même des Nations Unies à Genève, une mise en avant de l'ensemble des violations des droits humains qui sont provoquées par l'occupant marocain dans les territoires occupés. Et je pense que c'est extrêmement intéressant de voir que cette année-ci, plus que jamais, l'ONU reçoit quotidiennement des rapports qui viennent de différentes associations des droits humains, qui viennent de différents pays, depuis les pays comme l'Australie, des pays européens, des pays latino-américains, convergent vers Genève des rapports et se préparent avec la délégation du Front Polisario à Genève, se prépare une série d'activités en marge de la session des Nations Unies à Genève sur les droits humains. Pendant le même temps, il faut savoir qu'en Europe, à la Cour européenne de justice, on est en attente et on sait que d'ici quelques mois va tomber le nouveau jugement qui est un recours de l'Europe contre un premier jugement émis déjà il y a quelques mois, en 2021, en septembre 2021, que ce jugement va venir. Et ce jugement, il dit quoi? Ce jugement, c'est de dire que le Sahara n'est pas partie du Maroc, que le Front Polisario est bien le représentant légitime du peuple sahraoui, 3, que l'Europe n'a pas le droit de passer des accords d'association avec le Maroc qui incluent le Sahara occidental et qui permettent le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental. Ça va faire l'effet d'une bombe, je vous assure, d'ici le mois de janvier prochain, ça va faire l'effet d'une bombe parce que ça va permettre à la solidarité d'attaquer l'ensemble des entrepreneurs qui aujourd'hui sont complices du Maroc dans l'exploitation, dans le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental. Et ça va remettre un petit peu les horloges à l'heure à tout niveau, puisque sur l'ensemble des cours, et déjà aujourd'hui, il y a en France de dépôts de plaintes contre des firmes qui sont en collusion avec le Maroc à l'intérieur des territoires sahraouis, notamment la Fédération paysanne. En Angleterre, une plainte a été déposée également. Donc nous utilisons, la solidarité s'organise aussi et elle utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour venir en soutien à une lutte qu'elle estime complètement légitime, celle du peuple sahraoui aujourd'hui. Donc, Dr Ayachi, peut-être le ventre mou du Maroc en ce moment sur ce dossier du Sahara occidental, c'est la partie juridique. C'est peut-être que là que ça va se décanter. Tout ce que vient de rappeler Pierre Galland sur les accords de pêche, d'agriculture, etc. Il y a déjà eu un premier verdict de la Cour de justice européenne qui a été cinglant pour ces accords illégaux, il faut le rappeler. Donc, est-ce que c'est là que ça peut se décanter, ne plus compter que sur l'ONU ou sur... Je crois pour avoir une vision globale du dossier, il y a l'autodétermination et des problèmes annexes que sont les violations des droits de l'homme et les ressources naturelles. La partie centrale, l'objectif du peuple sahraoui, c'est d'avoir droit à l'autodétermination. Un peuple paye, on viole ses droits et encore on souhaite qu'il soit respecté et protégé. On spolie ces ressources naturelles, elles sont défendues et Pierre Galland vient de rappeler l'opportunité de ce jugement de la Cour. Mais pardonnez-moi, la partie centrale, c'est bien. La partie centrale, c'est l'autodétermination. Et l'autodétermination dans ce dossier, il faut vous rappeler une chose. Oui. Le Maroc n'a pas un seul argument, n'a pas un seul, je dis bien un seul, ni juridique, ni politique, ni historique. Mais pardonnez-moi, Dr Ayachi, pour comprendre. Sur le plan juridique, lorsque la Cour de justice européenne ou n'importe quelle autre cour internationale... Attendez, je vous pose la question, vous allez pouvoir me répondre. Lorsqu'elle reconnaît que le territoire sahraoui n'est pas distinct du royaume du Maroc, et reconnaissant le Front Polisario comme représentant légitime... Les juges de la Cour de justice de l'Union européenne sont d'une honnêteté au-dessus, majeure. Il faut les saluer. Alors, cela veut dire que ça ne fait pas partie du Maroc. Ils ont rendu un jugement, non seulement sur le plan commercial,
sur le plan juridique. Mais ils ont dit sur le plan politique deux choses. Ils ont dit le territoire est distinct du Maroc et ils ont dit que le Front Polisario est représentant du peuple sahraoui et a le droit d'ester en justice toutes les entreprises. Ça, et aucun accord ne doit se faire sans son consentement. Le plus vieux document juridique, c'est l'avis de la Cour de la CIG, de la Cour internationale de justice. Il y a l'avis du Conseil juridique du secrétaire général des Nations Unies. Et il y a l'axe constitutif de l'Union africaine qui en lui-même déjà un avis, bien sûr. Il y a, tout à l'heure, Nordine parlait de... il y a 400 avocats, 400, ils sont 400 à New York, 400 avocats new-yorkais qui disent à l'administration Biden, attention, il ne faut pas aller se tromper sur ce cas-là. C'est un cas de décolonisation. Et donc, vous voyez, les Sahraouis ne sont pas seuls. Les Sahraouis sont déterminés. Ils vont dans le truc. Il y a un blocage qui s'appelle la France. S'il n'y avait pas ce blocage qui s'appelle la France, aujourd'hui, les Sahraouis peuvent prétendre, dans un court avenir, à pouvoir, j'allais dire, choisir librement leur destin. Merci beaucoup, Dr Ayachi, président du Comité national de soutien au peuple sahraoui. Merci à vous également, Nordine Zala, journaliste et spécialiste des questions internationales. Nous remercions nos invités par Skype. Pierre Galland, président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, le COCO. Et puis Mohamed Sidati, représentant du Front Polisario à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Canal Algérie. Très bonne suite des programmes.